Avez-vous peur de manquer d'eau? Ou bien peut-être avez-vous peur d'être submergé par les flots? Ressentez-vous cette peur viscérale gagner du terrain avec les sécheresses plus longues et les crues plus violentes? Eh bien ce soir, nous allons sortir du paradigme de la peur. On va faire un pas de côté et je vais vous demander d'être les gardiens d'un fleuve, d'un lac, d'une rivière, voire d'un glacier que vous aimez. Je suis Charlène, je suis ingénieure hydrologue et j'aime profondément ces hydrosystèmes que j'étudie depuis plus de 10 ans. Et comme vous peut-être, j'ai ce lien qui me pousse à vouloir les protéger. Je vais vous raconter le récit des gardiens de ces hydrosystèmes. Ces histoires qui ont essaimé un peu partout dans le monde arrivent chez nous en France. Et ces histoires portent les graines d'une révolution culturelle. Les hydrosystèmes sont vivants. Comme vous et moi, ils bougent. Ils ont des traits de caractère. Parfois, ils tombent malades et ils se rétablissent. Comme vous et moi, ils ont le droit d'exister et d'être en bonne santé. On peut le faire reconnaître dans la loi. D'autres pays l'ont fait. Mais ce soir, on peut s'aider aussi des scientifiques qui sont capables de traduire le langage de ces hydrosystèmes, mais cela ne suffira pas. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'une approche sensible, de gardiens qui sont capables de porter une voix à ces hydrosystèmes pour mieux les défendre et mieux les protéger. Mais d'abord, nous devons sortir du paradigme de la peur. En fait, depuis la nuit des temps, on a deux peurs viscérales liées à l'eau. La peur d'en manquer, de mourir assoiffé, et la peur d'être inondé, de mourir noyé. On a ces deux peurs viscérales, et donc on va développer un arsenal technologique qui vont donner l'illusion d'une ressource toujours abondante. Par exemple, on va ensemencer les nuages pour provoquer la pluie. On va dessaler l'eau de mer. On va stocker l'eau dans d'immenses barrages ou des méga-bassines. À l'inverse, par peur d'être inondé, on va rehausser les digues, canaliser les rivières, drainer les eaux humides. La main de l'homme rassure. Elle nous donne le sentiment d'être à l'abri. Mais elle nous bloque en réalité dans cette peur paradoxale, car d'un côté, on cherche à stocker l'eau le plus possible, et de l'autre, on cherche à l'évacuer le plus loin possible. Plus on a peur, plus on cherche à contrôler le cycle de l'eau. Et plus le cycle de l'eau s'emballe avec le changement climatique, plus on est tenté de vouloir le contrôler davantage. Donc plus on nourrit cette peur inconsciemment. C'est un véritable cercle vicieux. Et si on changeait tout simplement notre rapport à l'eau, en cessant d'en avoir peur, et si on se mettait à l'écoute de ces cycles? Selon le célèbre philosophe Bruno Latour, pour sentir notre interdépendance entre les humains et les non-humains, on peut partir de notre lien aux hydrosystèmes, au paysage, quand on sent que ce qui le compose est une part entière de notre existence. En fait, nos vies sont entrelacés avec ces hydrosystèmes. Je dis bien entrelacés car ils dépendent de nous et nous dépendons d'eux. Chaque hydrosystème relie chaque individu de chaque espèce dans cette immense toile du vivant qui est chargée d'histoire. Et l'eau garde en mémoire ces histoires qu'elle transmet de génération en génération. En fait, on a tous une histoire à raconter, un souvenir heureux lié à l'eau. Souvenez-vous. Souvenez-vous d'un moment que vous avez passé au bord d'un lac, d'une rivière ou d'un fleuve, pour les plus chanceux sur un glacier. Si vous ne vous souvenez pas, c'est pas grave. Prenez la première image qui vous vient en pensant à un lac ou un fleuve. C'est bon, vous l'avez? Eh bien, c'est parti, on y va. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez les yeux et visualisez ce panorama. Visualisez ce paysage aquatique. Visualisez cette eau et plongez dedans. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Peut-être ressentez-vous des sensations dans votre corps au contact de cette eau. Accueillez ces sensations et prenez une nouvelle grande inspiration. Et une grande expiration. Peut-être ressentez-vous aussi des émotions qui remontent. Laissez remonter ces émotions à la surface comme une bulle d'eau. Et prenez une dernière grande inspiration. Et une grande expiration. Puis ouvrez les yeux. Pendant cet instant, vous étiez relié à cet hydrosystème. Vous étiez relié à l'eau et à l'ensemble du vivant qu'elle anime. Ce lien d'attachement, vous venez de l'éprouver dans votre corps et dans votre cœur.
Gardez-le bien en vous, il est très précieux. Il est à la base de tout. Un fleuve est un miroir de notre société, nous dit l'académicien Éric Orsena. En France, plus de la moitié des lacs et des rivières ne sont pas en bon état, car ils subissent de nombreuses pressions. Et quand on y pense, nous subissons nous-mêmes ces pressions dans nos propres corps. C'est comme si les rivières souffraient et que nos corps souffraient avec elles. Par exemple, diriez-vous que vous êtes souvent fatigué, que votre travail ou qu'une personne vous pompe trop d'énergie ? Eh bien, pour les nappes et les rivières, c'est pareil. Elles s'épuisent car les hommes pompent trop d'eau par rapport à leur capacité à se renouveler. Autre exemple, il n'y a jamais eu autant de dépression, de maladies chroniques, d'obésité, pesticides, engrais de synthèse, hydrocarbures, microplastiques, alcool, drogue, cigarettes, toutes ces substances qui traversent nos corps finissent par s'accumuler dans les rivières. Rivières qui finissent par tomber malades. Quand j'ai pris conscience de cela, j'ai voulu devenir une sorte de médecin des rivières pour les soigner. Quand je pars sur le terrain, c'est comme si je prenais les constantes d'un patient. Je vais mesurer son pouls avec un appareil qu'on appelle un courantomètre. Il permet de mesurer les débits à un instant donné. Après, je compare cette mesure à des données statistiques qui me permettent d'évaluer le degré d'intensité de la sécheresse qu'elle subit. Je peux regarder aussi son état chimique en me basant sur des analyses en laboratoire. Un peu comme nous quand on fait un bilan sanguin. Et je sais que pendant les sécheresses, avec moins d'eau, les rivières sont moins capables de diluer les polluants. Plus les étés sont chauds et secs, plus les rivières sont fragiles et sensibles aux pollutions. Les scientifiques sont les meilleurs traducteurs des voix et des langages de la nature, toujours selon Bruno Latour. Quand vous tombez malade et que votre médecin vous prescrit une ordonnance, vous êtes libre de vous soigner ou pas. Et quand les hydrosystèmes tombent malades, qui décide de les soigner ? Comment s'organise-t-on pour prendre soin de ces hydrosystèmes dont nos vies dépendent ? En France, depuis la première loi sur l'eau de 1964, il existe des comités de bassin, des sortes de parlements de l'eau à l'échelle des 6 grands fleuves de la métropole. Ils s'organisent en collèges. On a le collège des élus, le collège des représentants des acteurs économiques, EDF, les industries, les entreprises, puis le collège des représentants de la société civile, des pêcheurs, des chasseurs, des kayakistes, des associations. Et enfin, le collège des représentants de l'État. Grâce à ce modèle, il existe une culture du dialogue à l'échelle d'un bassin versant. Un bassin versant, c'est une sorte de cuvette délimitée par les reliefs et chaque hydrosystème est alimenté par son bassin versant. Du petit ruisseau jusqu'au grand fleuve. Les cours d'eau ne connaissent pas d'autres frontières que celles d'un bassin versant. Et donc, au sein de ces parlements de l'eau, par-delà nos propres frontières administratives, eh bien, les hommes et les femmes d'un même bassin versant se parlent pour tenter de résoudre les problèmes liés à l'eau. Ils agissent dans une solidarité amont-aval, ce qui signifie que tous les efforts consentis par les territoires amont vont bénéficier aux territoires situés en aval. Ce modèle est une chance. Certaines rivières ont vu leur état de santé s'améliorer. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Et puis, qui connaît les parlements de l'eau ? Levez la main. Qui connaît son parlement de l'eau ? Magnifique, 3 personnes. 3 personnes. Eh bien, même si le fonctionnement de ces parlements de l'eau serait plus démocratique, en fait, il reste un plafond de verre. Nos règles du jeu ne sont pas équitables. Premièrement, les intérêts politiques et économiques sont surreprésentés puisqu'ils occupent 80% des parlements de l'eau. Les scientifiques émettent des avis consultatifs, donc en clair, on choisit de les suivre ou pas. Et enfin, les intérêts de la rivière ne sont pas représentés. Elles ne peuvent pas se défendre à armes égales. C'est comme David contre Goliath, voire même une armée de Goliath. En droit français, les collectivités ont le statut de personnalité juridique. Ce sont des sujets de droit avec des droits. Les entreprises, elles aussi, sont des sujets de droit avec des droits. Mais les hydrosystèmes sont des choses que les collectivités et entreprises peuvent exploiter, polluer, contrôler à l'infini. Les hydrosystèmes sont reconnus comme des objets et non des sujets. Et c'est dans cette subtilité que se loge notre rapport de prédation. Comment voulez-vous avoir des hydrosystèmes en bonne santé si on continue à les considérer comme des objets à la merci des intérêts humains ? On a besoin de changer les règles du jeu. On a besoin de briser ce plafond de verre.
On peut s'aider des scientifiques qui sont capables de traduire le langage des hydrosystèmes, mais cela ne suffira pas. On a besoin de cette approche sensible. On a besoin de personnes comme vous qui avez ce lien d'attachement aux hydrosystèmes, ce précieux lien que vous avez pu ressentir tout à l'heure. On a besoin d'une armée de gardiens capables de les défendre comme si leur vie en dépendait. Et d'autres pays l'ont fait. En Colombie, en 2016, le fleuve Atrato accède au statut de personne morale. Ils ont un conseil scientifique et des gardiens chargés de protéger le fleuve. En 2017, c'est l'Inde qui reconnaît le fleuve sacré du Gange comme une personnalité juridique, ainsi que le fleuve Yamuna jusqu'au glacier. La même année, le gouvernement néo-zélandais adopte le Te Awa Tupua Act, qui traduit un attachement familial des peuples maoris au fleuve Lavanganui. Ils reconnaissent désormais ce fleuve comme un membre à part entière de leur famille. Plus proche de nous, c'est en 2022, en Espagne, la lagune Mar Menor, alors asphyxiée par l'agriculture intensive, accède à son tour au statut de personnalité juridique. En France, toujours pas de changement de statut. Mais en marge des parlements de l'eau existants, on voit apparaître des initiatives citoyennes se former autour des grands fleuves. L'Assemblée populaire du Rhône, les parlements de Loire, les gardiens de la Seine, les gardiens de la Garonne. Les citoyens se réunissent et partent à la rencontre de leur hydrosystème, comprendre son fonctionnement, quel est son état de santé, les pressions qu'il subit. Ensuite, ils réfléchissent à rédiger une déclaration des droits fondamentaux de ces hydrosystèmes. Et parfois, ils peuvent même jusqu'à réfléchir à un nouveau modèle de gouvernance, plus démocratique, plus relié au vivant. J'ai eu la chance d'assister à une session de l'Assemblée populaire du Rhône. J'ai pu échanger avec les 25 citoyens français et suisses qui ont été tirés au sort et qui ont suivi tout un programme de formation et ont réfléchi à ce nouveau modèle de gouvernance. Nous sommes à un point de bascule historique. Et les multiples crises à répétition ne nous laissent plus le choix. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut changer nos règles du jeu. Et si des barrières se dressent, eh bien nous passerons à côté. Rien ne pourra nous en empêcher, car c'est un appel de la vie. C'est une irruption d'amour pour ce qui vit. C'est même le début d'un soulèvement légal terrestre, comme l'écrit Camille de Toledo. C'est un mouvement qui rassemble de nombreux scientifiques, des experts en droit, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des artistes et des écrivains. Nous serons nombreux et nombreuses à soutenir ces initiatives citoyennes. Et nous serons nous-mêmes aidés par d'autres peuples qui ont cette sagesse reliée à Gaïa. Gaïa nous appelle à réanimer ces organes qu'on a abîmés. De l'eau qu'elle garde en mémoire dans les glaciers et qui transite ensuite dans les rivières et les fleuves. Alors prenez soin de votre hydrosystème, prenez soin des rivières, des fleuves, des lacs que vous aimez. Défendez-le, devenez son gardien, sa gardienne, car quelque part, vous prendrez aussi soin de vous, de votre corps et donc de votre propre histoire. Merci.